Kursk doit être déposé en cale sèche à Rosliakovo. Les familles de cette base militaire fermée prennent peur. Elles savent que les réacteurs du Kursk sont du même type que celui de Tchernobyl et n'ont aucune confiance en leurs dirigeants. La population dévalise les pharmacies de tout l'iode en réserve. Des masques à gaz sont distribués dans les écoles. Des cars sont prévus pour une évacuation d'urgence. Ceux qui le peuvent envoient leurs enfants à la campagne. À l'occasion d'une cérémonie de remise de médailles à titre posthume, Nadejda Tilik prend la parole. C'est déjà elle qui, un an plus tôt, avait été contrainte au silence par une piqûre anesthésiante. Je voudrais que les enfants qui grandissent sachent que leurs pères sont morts à cause de la négligence et de l'indifférence des grands de ce monde. J'ai pitié pour les responsables de cette tragédie. Et j'ai pitié pour les gens qu'on a obligés à mentir, parce qu'ils seront forcés de supporter dans leur âme une lourde charge. Alors soyez courageux et repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. La barge hollandaise vient déposer le Kursk en cale. Peu à peu, on voit sortir de l'eau l'aigle à deux têtes, emblème de l'empire tsariste qui avait été choisi pour le Kursk. Le procureur Oustinov, les enquêteurs et les médecins légistes pénètrent à bord. Qu'est-ce que c'est ce trou dans la coque du Kursk? Je l'ai vu moi-même, ce trou, mais il est retourné à l'intérieur. C'est ça qui m'intrigue, et je ne trouve pas la réponse. Je suis étonné de voir ce trou si net dans la coque du Kursk. Cela ressemble à une frappe de torpille. C'est obligatoirement une frappe de torpille. Quelque chose d'étrange s'est passé, mais quoi? Nous ne le savons toujours pas. Ce côté droit du Kursk, avec la trace de la torpille, sera très vite interdit aux caméras. Pourquoi? Seuls quelques militaires dans le monde connaissent les secrets de la nouvelle technologie des torpilles américaines. L'un d'entre eux nous a confidentiellement expliqué que ce trou était la signature d'une frappe de MK-48. Sa tête en uranium appauvri utilisée pour transpercer des chars d'assaut et la combustion à très haute température d'un cercle de cuivre lui permettent de laisser une trace très nette dans la coque, et ses logiciels informatiques sont conçus pour cibler la partie arrière du compartiment des torpilles, proche de celle du commandement. Quelques jours plus tard, les enquêteurs annoncent avoir découvert dans un état correct l'un des appareils qui enregistre les données techniques. Après analyse, Igor Baranov, le constructeur du Kursk, expliquera que ces appareils n'ont pas été mis en marche au moment de l'accident et qu'il n'y a donc aucune indication sur ce qui s'est passé à cet instant précis de l'explosion. Un enquêteur retrouve le corps d'un officier devant le coffre-fort du sous-marin, la clé à la main. C'est dans ce coffre que sont consignées les clés de codage qui lancent la procédure de déclenchement des tirs nucléaires des missiles Granit. Seuls 6 des 24 missiles semblent avoir subi quelques dommages. Ils sont acheminés à la base navale secrète de Nerpa pour le démantèlement de leurs charges nucléaires. Selon les spécialistes, la récupération de ces missiles ultra secrets était le véritable but de l'opération de renfloueur. La Russie ne pouvait laisser la possibilité à des flottes étrangères, pas plus qu'à des groupes terroristes, de récupérer ces missiles. Il faut attendre cette opération pour que soit enfin admis que le Kursk transportait bien des charges nucléaires. Cette catastrophe aurait pu être un cataclysme écologique sans précédent. Les réacteurs du Kursk, ce sont les mêmes que ceux de Tchernobyl, avec les mêmes défauts.
L'Union européenne a obtenu de la Russie de fermer Tchernobyl. Mais personne n'a demandé à la Russie d'arrêter tous les réacteurs du type de Tchernobyl. Et il reste toujours en Russie 250 sous-marins nucléaires hors service. Ils sont à quai, en train de rouiller et de se décomposer ou simplement immergés dans quelques mètres d'eau avec leurs réacteurs et leurs déchets radioactifs. La Russie en profite pour exercer un chantage sur les Occidentaux afin qu'ils prennent en charge les énormes coûts de retraitement. Bien que les États-Unis et le Japon aient déjà versé des millions de dollars pour ces opérations, certains États souhaiteraient refuser cette aide tant que la Russie construira des sous-marins nucléaires. Cela n'empêche pas Vladimir Poutine d'inaugurer un sous-marin nucléaire de nouvelle génération, le Guépard. Le président Poutine en profitera pour rappeler aux marins qu'à l'endroit même où a été inauguré le Koursk, ils doivent être fiers de ce bâtiment doté de nouveaux missiles stratégiques. Pendant ce temps, les familles attendent toujours les conclusions de l'enquête du procureur Ustinov. Les corps de tous les marins ont maintenant été sortis du Koursk et autopsiés. Ustinov veut minimiser la responsabilité de Poutine qui a tant tardé à accepter les secours étrangers. Il affirme que la violence des explosions et de l'incendie a immédiatement pulvérisé la majeure partie de l'équipage. Or, seuls 3 corps sur 118, ceux des marins qui étaient dans la salle des torpilles, ne peuvent être identifiés, indiquant pour eux seuls une mort instantanée. Les corps sont enfin rendus aux familles après 400 jours. Beaucoup de familles pensent que le prix à payer pour préserver les secrets d'État est trop lourd. Le verrouillage systématique auquel les médias sont soumis les empêche de rappeler les responsabilités tant américaines que russes ou chinoises. Et les résultats sont là. Le président a regagné 20% dans les sondages depuis sa rencontre avec les familles et la remontée des corps. Mais Poutine est furieux contre les amiraux qui ont ouvertement impliqué les Américains. Fort de sa popularité, il limoge une dizaine d'entre eux, dont les 2 amiraux principaux, Popov et Motsak, tout en insistant sur le fait que personne n'est directement responsable de la catastrophe. Les 2 amiraux sont très généreusement reclassés. Vladimir Poutine remet aussi de l'ordre dans l'appareil politique. Ilya Klebanov, le vice-premier ministre, est destitué de son rang, tout comme le ministre de la Défense Igor Sergeyev et le ministre de l'Intérieur. Tous les membres du gouvernement qui ont soutenu à un moment ou à un autre la version de l'implication américaine dans la tragédie du Koursk subissent les foudres du président. Les États-Unis sont désormais lavés de tout soupçon. La Russie peut maintenant poursuivre au grand jour son rapprochement avec les USA. Poutine et Bush collaborent à un processus de contrôle factice des armes, qui rend le monde bien plus dangereux et qui cache une globalisation de la course aux armes nucléaires. Ils comptent sur ces armes pour asseoir leur propre pouvoir, et cela ne suffira pas à protéger ni les États-Unis ni le reste du monde.